la crème de la crème. Le principe, c'est que on va te poser des questions sur tes spécialités SEO. Donc toi, c'est quand même assez large, enfin tes spécialités business même, on va dire. Donc ça va être affiliation, un peu de SEO, Twitter et Instagram aussi. On a des questions parce que c'est des sujets dont on a très peu parlé dans le podcast depuis le début. Donc on a des questions pour toi. Et la première question qui est tombée, c'est comment réussir en affiliation en 2024? Et parle-nous vraiment de la partie SEO. Après, on a une autre question sur comment réussir monétisation, mais là, c'est vraiment comment réussir en affiliation en 2024, partie SEO. Alors, en partie SEO, moi, ce que j'ai tendance à dire aux gens, c'est le plus important, et j'imagine que c'est pareil pour tout, de toute façon, c'est l'étude des mots-clés. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Moi, je vais très très loin là-dessus, c'est-à-dire que je vais faire une étude des mots-clés de longue traîne hyper détaillée. Euh, Tout ce qui a du volume de recherche, que ce soit 10, 20, 30, je vais les noter et je vais les faire, ces mots-clés. Parce qu'en fait, il n'y a personne dessus et que beaucoup trop de gens les négligent, alors que quand on fait 100 mots-clés avec 10 de volume, bah, ça fait 1000 recherches. Ça fait 1000 recherches où on est seul, ça fait 1000 recherches où il n'y a donc pas de concurrence, et ça fait 1000 recherches où l'intention de recherche des personnes, l'intention d'achat, elle est très chaude. Donc on va convertir. Donc déjà, première chose. Ensuite, c'est de penser à un menu ultra structuré niveau SEO. Euh, C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup réfléchir aux catégories comme des collections, du coup, avec la structure affiliation e-commerce. Et ça va vraiment être mes pages, par exemple, canapé d'angle, bah, ça va être meilleur canapé d'angle. Et non pas canapé d'angle. Parce que attention, canapé d'angle, c'est une requête e-commerce. On n'est pas censé ranker dessus en affiliation. Alors que meilleur canapé d'angle, bah, on va avoir des bons signaux, on va avoir nos filtres, on va avoir du texte en bas, etc. Et on va avoir du coup une page qui va ranker. Donc voilà en gros les deux gros concepts. Mais vraiment, si j'ai un conseil, c'est ne négligez pas la longue traîne. Moi, par exemple, sur mon site là, de POD, donc pour moi, je parle de POD parce que ça se rapproche quand même beaucoup de l'affiliation dans la manière de faire. Mais j'ai plein de mots-clés qui ont 10, 20 de recherche. Mais ceux-là, je vais les faire quand même parce que c'est énorme. En fait, si on fait ça fois un gros nombre, puis en plus, on va avoir des mots-clés où on aura des outils comme SEMrush, par exemple, qui vont pas nous indiquer le bon volume de recherche. Euh, et encore plus que ça, comme aujourd'hui, je fais par exemple de l'affiliation automatisée, ce que je vais faire, c'est que clairement, je vais tester tous les produits qui existent. Parce que même si le produit n'apparaît pas sur SEMrush, peut-être que le produit est récent, etc. Peut-être qu'il va avoir 10 de recherche par mois, peut-être qu'il va en avoir 2, peut-être qu'il va en avoir 3. Mais en fait, la puissance de pouvoir automatiser ça, bah, ça fait qu'on peut ranker sur tout et n'importe quoi. Dans mon automatisation, ça me coûte 15 et 20 centimes un test de produit. Donc, faire du volume et aller chercher un maximum de petits mots-clés non concurrentiel au final. Et c'est ce qui va vraiment faciliter les choses, parce que moi, je suis beaucoup moins, en fait, par exemple, dans les backlinks, etc. Mes sites marchent très bien sans backlink. Évidemment, j'en ai un petit peu, mais en fait, c'est ça le gros avantage d'être sur des petits mots-clés de longue traîne, c'est que vous êtes seul dessus et que c'est ultra simple de rentrer. Ouais, et tu fais bien de le rappeler, effectivement, parce qu'on a plein. Même pour tu vois, des personnes qui sont freelance, consultants SEO, souvent, tu peux avoir ton client qui dit, bah non, moi je veux du volume, je veux ranker sur du volume. Ça, il n'y a pas assez de volume, on met de côté, mais au final, bah, du coup, 90% des gens font ça et les 10% qui les prennent, bah, justement, vont pouvoir s'attendre à des résultats intéressants. Tu prends plusieurs mots-clés longue traîne, au final, tu as le même trafic qu'un mot-clé important de tête, tu vois, et donc c'est hyper important de prendre ça en tête, et c'est hyper important aussi, et ça me rappelle un épisode qu'on a tourné avec un autre Romain, Romain Langlais, du coup, sur cette saison 3 où on parlait de l'importance de tester la data par soi-même. Parce que comme tu l'as dit, un Href, un SEMrush, il va pas avoir la vraie data sur tout plein de mots-clés. Et le fait d'aller sortir des contenus nichés qui certes vont avoir 50, 100 de volume, mais qui parfois peuvent faire 50 conversions, tu vois, ben c'est hyper pertinent. Et du coup, toi, tu sais toi-même que sur cette niche, tu sais ça et que ça fonctionne. Donc du coup, tu te mets un peu de côté. Et moi, maintenant, je mets beaucoup de côté les volumes de recherche dans mes analyses de mots-clés parce que c'est à toi-même d'aller chercher ce qui est vraiment spécifique et utile sur ton marché. Donc, c'est top de le rappeler. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, les petits mots-clés, donc les mots-clés de longue traîne, bah, généralement, ils ont une intention qui est beaucoup plus précise. Donc Ouais. beaucoup plus puissant en fait. T'as beau ranker sur un mot-clé qui va faire 50 000 de recherche, généralement, ce sera vachement plus large. Donc, c'est ok, ce sera beau sur ta Search Console, tu auras plein de volumes de recherche, tu auras beaucoup de gens qui viennent sur ton site, mais quand tu rankes sur des petits mots-clés à 10, 20, 50, 100, potentiellement, bah, c'est des mots-clés business en fait, c'est des mots-clés qui vont plus te rapporter. Et comment tu trouves justement tous ces mots-clés de longue traite, tu vois? Parce que ce que je disais, souvent les outils vont pas te les donner. Comment tu t'arrives à penser ça, tu vois? Alors, généralement, par exemple, moi, donc en affiliation, les mots-clés qui sont importants, c'est tout ce qui est avis, guide meilleur, etc.
évidemment, par exemple, je vais chercher avis, canapé, truc. Ok, ça existe. Mais par contre, des fois, il y a d'autres niches, d'autres thématiques où il n'y aura pas le mot-clé du produit. Donc déjà, il faut aller sur les sites marchands, il faut aller scraper, par exemple, tous les produits sur Amazon, tous les produits qui existent en fait dans ta thématique. Si par exemple, tu fais de l'affiliation sur des logiciels, ben, tu vas aller sur les gros sites de logiciels, tu vas aller prendre toutes les requêtes. Et je fais pas, en fait, je vais tester, par exemple, avis Agent, mais si le mot-clé avis Agent n'existe pas, je vais quand même le faire, en fait. Parce que, en fait, c'est juste de la logique, mais je pense que c'est certain que si des gens cherchent Agent, les gens cherchent aussi avis Agent. Donc, là, je donne un produit, un SaaS, mais en gros, avec du produit physique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que s'il y a de la recherche sur canapé, je sais pas, canapé X, bah, sur avis canapé X, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait quand même de la recherche, puis la concurrence sera inexistante. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ce que permet l'automatisation, c'est qu'on peut vraiment aller prendre tous les produits qui existent de la thématique, et on va tous les traiter en fait. La logique, bon, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et ça nous permet, de parler de monétisation, ça tombe bien, parce que c'est la seconde question de cette crème de la crème. Pareil, toujours dans le game de l'affiliation en 2025. On a parlé du scope SEO. Maintenant, allez, on va dire que voilà, tu es entrepreneur, tu as lancé ton premier site d'affi, tu commences à avoir tes premiers résultats. Comment tu vas chercher plus de steps en termes de monétisation? Quelles sont les choses importantes à mettre en place sur ton site? Est-ce qu'il y a des champs spécifiques à intégrer, des CTA spécifiques, des outils spécifiques? Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui a un site d'affiliation et qui souhaite monétiser davantage, soit par l'affili, la vente de liens, etc.? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Alors, déjà, d'après moi, il y a deux manières de faire. Déjà, soit on fait un gros site, un site qui a vocation à être un site média sur le long terme, comme par exemple le fait Florian avec les Makers, par exemple. Ouais. Ou sinon, de faire plein de petits sites automatisés, où on va les traduire, etc., on va faire du volume. Donc déjà, ça dépend un peu l'approche. Si on est dans la première approche, on parle juste après. Si on est dans notre deuxième approche, on va pas essayer d'aller chercher forcément plus loin, sinon ça va être trop compliqué d'optimiser. Mais on va automatiser un maximum et juste prendre des revenus d'affiliation, rajouter du coup des pins sur Pinterest automatiquement pour faire de l'EAT, etc. Mais on va pas chercher plus loin. Par contre, dans le premier cas, on peut évidemment pousser le projet beaucoup plus loin. C'est-à-dire on va faire de l'affiliation, on va mettre en place de l'email marketing, hyper important. On va se mettre aussi sur YouTube pour pas faire que le site internet. Et en fait, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être plus 360 et de rajouter du coup plusieurs sources de revenus au projet. On pourrait très bien avoir un site, par exemple, de bricolage et vendre en même temps, quand le site fait du volume, etc., une formation sur le bricolage. Ça pourrait être un info qu'on rajoute. On pourrait faire de l'email marketing et faire de l'affiliation ou vendre notre produit directement par email. On pourrait aussi lancer la chaîne YouTube et tester réellement les produits et rajouter nos articles, rajouter des vraies photos. Et tout ça, c'est en fait, si on fait un gros projet, pour moi, c'est ce qu'il faut faire pour aller beaucoup plus loin et pour convertir beaucoup plus fort. Après, chose que moi je fais, voilà, un petit truc que je fais en plus, c'est que je rajoute un sticky bouton sur chacun de mes tests produits, ce qui va du coup rajouter du clic facilement, que la personne, ça change un peu des structures classiques qu'on voit avec des boutons à chaque fois, etc. Donc moi je mets Affimax par exemple pour que les gens puissent avoir les infos du produit, plus le sticky bouton qui se retrouve partout dans l'article. Puis après c'est vraiment d'être présent, pas que sur le site, et de voir en fait un projet d'affiliation, soit comme plein de petits sites, on automatise, soit d'avoir un gros projet, mais c'est pas juste un site d'affiliation, c'est un projet d'affiliation. Et je pense que c'est très différent les deux. C'est intéressant ces deux approches, parce qu'en fait, tu as en quelque sorte une approche qui est un peu média, où en gros, peut-être tu démarres par l'affiliation, mais ensuite tu vas te diversifier, tu vas aller chercher de la formation, comme tu l'as dit, tu vas mettre en place des séquences ou autre. Ou alors, tu as la solution, comme tu l'as dit, tu te spécialises dans l'affiliation, c'est ton truc, et du coup, tu automatises et tu vas chercher des niches, peut-être qui sont un peu ressemblantes. Toi, tu disais canapé, lave-linge. Bon, ça reste la maison, il y a un peu une ressemblance qui te permet de faire gagner du temps là-dessus. Et ouais, c'est super. Je pense que c'est vraiment à réfléchir d'avoir ces deux approches potentielles selon ce que tu préfères et selon ce qui te correspond le mieux, quoi, si tu fais de l'affiliation. Voilà, c'est ça. Après, je pense qu'il y a quand même un avantage à faire le gros média parce que tu vas quand même pouvoir construire quelque chose sur le long terme. Et d'expérience, c'est quand même plus stimulant de construire un projet sur du long terme que d'automatiser plein de petits trucs, etc. Je trouve ça plus stimulant. Après, c'est chacun, voilà, chacun sa façon de faire, chacun sa façon de voir les choses. Mais clairement, c'est important, je pense aussi quand même, voilà,
de construire. Quand tu fais un projet, que tu te lèves tous les jours pour faire ton projet, bah, construire, c'est quand même sympa, quoi, de te dire, mon projet, il en est là, tel réseau, ça en est là, tel réseau, c'est ça, puis là, j'ai ce nouveau produit, j'ai ce nouveau truc, que de toujours avoir juste des petits nouveaux sites que tu vas suivre, même si ça peut être très intéressant financièrement. Ouais, la force du long terme pour te driver chaque jour vers ton objectif. Ouais. Super intéressant. Et d'ailleurs, on en parlait en intro, mais tu t'es lancé un défi cette année de faire 100 000 euros en une année grâce à l'IA et l'automatisation. Est-ce que tu pourrais en dire plus aux personnes qui les écoutent? Alors, je crois que la thématique, c'est le print on demand. Donc, si tu peux nous en dire plus sur ce défi assez fou, ça peut être super intéressant. Ouais. Alors, en gros, sur YouTube, il y a à peu près 2 mois, j'avais lancé une série qui s'appelle 100% IA. En fait, je voulais lancer un shop de print on demand à 100% avec l'IA et tout faire avec l'IA, c'est-à-dire la recherche de la stratégie, les marges, qu'est-ce qu'on va créer comme produit, type de produit, etc. Puis après, tout automatiser. Euh, et en fait, pendant ce temps, après, j'ai fait pas mal d'autres vidéos sur l'automatisation, j'ai continué de me former sur l'automatisation. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'aimerais me donner un focus, parce que je pars vraiment dans beaucoup de choses différentes tout le temps. Et quel focus, en fait, pourrait rassembler tous les skills que j'ai pu développer depuis 3 ans, donc c'est-à-dire le SEO, c'est-à-dire l'automatisation, l'IA, le marketing, etc. Et je me suis dit, ben, le print on demand, c'est pas mal, parce que ça reste c'est de l'e-commerce. Je peux mettre en place plein de trucs sur le site. Je peux tout automatiser de A à Z. Je peux créer des chatbots, automatiser le service après-vente, automatiser l'email marketing, etc. Et en fait, je me suis dit, ça peut être un beau challenge de faire ça, et ça peut être très intéressant financièrement si le projet marche. Euh, du coup, puis même avec la création des produits, la création des designs, les IA comme Midjourney, comme Flux, comme Mystic.pod, je vais faire une vidéo dessus prochainement, qui est une super IA qui crée des phrases directement, qui marche super bien. Euh, et tout ça, en fait, du coup, ça m'a donné l'idée de documenter ce challenge. Pourquoi je le documente? C'est parce que je me suis aussi dit, ça va me forcer à le faire, à rester focus pendant un an. Je sais que pendant un an, voilà, c'est mon axe. Si jamais ça marche, tant mieux. Si jamais ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais documenté et j'aurais essayé, j'aurais vu que ça marche pas, mais j'aurais au moins les raisons pourquoi ça marche pas, même si je suis quasiment sûr que ça va marcher. Euh, et j'adore, en fait, moi, j'ai toujours eu l'envie de créer des marques, créer des choses comme ça. Et j'adore, en fait, le monde de l'e-commerce. Bah voilà, par exemple, j'avais fait Raichu qui n'a pas du tout fonctionné parce que de RageGuard, c'est moi que je t'en ai envoyé un. C'est ça, Euh, ouais. Exact. et en fait, ce projet n'a pas fonctionné parce que j'ai remarqué que c'était un peu trop une création de marque qui m'aurait demandé tout mon temps et qui ne fonctionnait pas qu'avec le SEO. Là, l'approche est un peu différente. Ça va être vraiment de trouver des niches où je peux faire du volume et envoyer 5000 produits dans une niche. Donc, par site. Et je pense que voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de documenter ça. Euh, Ça reste assez proche de mes compétences que j'ai développées grâce à l'affiliation, grâce au SEO, mais en l'automatisant. En fait, je me suis dit, c'est quoi le business model qui va être le plus adapté aux compétences d'IA et d'automatisation? Et le POD, ça m'a semblé hyper cool et j'ai voulu. Super intéressant. Et comment donc pour rappeler un petit peu, et corrige-moi si je dis des bêtises, donc print on demand, en gros, c'est la personne arrive sur ton site, elle choisit un motif parmi d'autres, elle le crée elle-même, comment ça se passe un petit peu le chemin de conversion? Ouais. Alors, tu as plusieurs façons de faire. Tu as du POD personnalisé, tu as du POD avec des produits qui existent déjà. Donc, moi, on Hmm, va être sur du POD avec des produits qui existent déjà, pour la d'accord. simple et bonne raison qu'en fait, je vais créer des produits pour chaque mot-clé. Donc, en gros, ça, c'est l'approche. Mais sauf qu'en fait, l'approche n'est pas que sur le site internet. C'est-à-dire que là, je vais faire un site Shopify, mais je vais aussi poster les produits sur Etsy, sur les Hmm, réseaux sociaux, et à terme, je vais aussi les mettre sur Amazon, je vais les mettre sur eBay, je vais les mettre partout. Donc, ça, c'est la grosse force du POD automatisé. C'est vraiment, tu captes vraiment des audiences dans tous les sens. Ensuite, la personne, elle arrive sur mon site internet. Par exemple, dans la série 100% IA, ce que je vais faire, c'est des affiches. Très simple, avec des affiches en noir et blanc avec un design un peu particulier, reconnaissable pour créer une marque. Et la personne va du coup juste acheter l'affiche qu'elle veut par rapport à ce qu'il y a sur le site de disponible. Donc on est vraiment en fait quand voilà, c'est du print on demand, c'est-à-dire que une fois que la personne achète, bah, c'est envoyé à mon fournisseur de print on demand qui va imprimer le produit et l'envoyer directement au client. Donc ça fonctionne pareil que le dropshipping, mais avec des produits que je crée moi, des produits de bonne qualité, je choisis mes fournisseurs, ça vient pas de Chine, c'est envoyé rapidement et c'est des produits uniques. On ne trouve pas ces produits sur le marché à part chez moi. Ouais, c'est une sorte T'as- de Rhino Shield, mais version vêtements, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu as des conseils justement pour
choisir ses fournisseurs, tu vois, et tout ça, parce que c'est toute une autre partie du business, tu vois, qui arrive là. En fait, c'est assez facile en POD parce que tu as 3 mastodontes qui sont Printify, Printful et Gelato. Donc moi, en gros, ça dépend des projets, mais je vais surtout utiliser Printify et Printful. Et ce que je recommande du coup pour des débutants qui pourraient faire du POD automatisé, c'est d'utiliser Printify. Parce que Printify, en fait, a un module sur Make qui est intégré, alors que Printful, non. Il faut passer par les API, il faut faire des requêtes API directement, et c'est plus compliqué quand on ne maîtrise pas. Donc Printify est mieux pour ça, mais Printful est mieux, on va dire, au niveau de l'Europe, etc. Mon premier projet, je vais le lancer aux US, là, avec Printify, parce qu'il n'envoie pas les produits en Europe, etc. Mais c'est plus simple pour se lancer. Mais en tout cas, voilà, même si quelqu'un ne veut pas automatiser, les 3 plus gros fournisseurs, c'est les 3 que je viens de donner, qui sont très bien, qui ont beaucoup, beaucoup de vécu et qu'il n'y a aucun problème avec eux. C'est du made in France, du coup, tout ce qui est Non, ça dépend. Non, ça dépend. En fait, tu as des fournisseurs en France qui sont par exemple T-Pop. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que c'est plus difficile d'internationaliser. Par exemple, la boutique d'affiches que je vais faire avec Printful, l'objectif c'est de la traduire dans toutes les langues. Donc il me faut un fournisseur qui peut livrer partout, alors que T-Pop, par exemple, qui est made in France, va généralement pas aller plus loin que l'Europe, même pas plus loin que la France, je crois. Donc ça fait un peu des barrières, un peu des limites. Alors que quand tu peux automatiser, surtout quand tu fais des affiches, pourquoi ne pas les vendre au Danemark, en Suède, en Autriche, etc. Et derrière, tu vas utiliser un peu tes skills SEO pour te positionner sur affiches, ville, je sais pas quoi, ou ce genre de choses, quoi. Vraiment, l'objectif, c'est d'utiliser le SEO, puis l'automatisation qui permet d'aller beaucoup plus loin, en donnant plein de signaux avec les réseaux, en faisant après, je vais essayer aussi de faire des UGC par IA, etc. Vraiment, l'objectif, c'est de faire tout par IA. C'est-à-dire que le SAV, je vais essayer de l'automatiser, mettre un chatbot, évidemment, parce que, en fait, ce qui est très chiant en e-commerce, c'est quand tu as les mails des clients, c'est pas bon, quand est-ce que ça arrive, blablabla. Ça s'automatise facilement, donc je vais l'automatiser sur chacune des boutiques. Par exemple, pour l'email marketing, on va avoir des dates chaque année. On va avoir Noël, Black Friday, Pâques, etc. Ça, c'est pareil. Je vais essayer de mettre des templates en place qui vont s'automatiser et envoyer pour chacune des boutiques à mes clients à telle date. Et tout ça, c'est automatisable. Et c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir des boutiques totalement automatisées qui ne demandent plus de travail, en fait, mais qui peuvent avoir 5000 produits dessus. Comment tu t'y prends pour faire de l'UGC pardon, par IA? Est-ce que du coup, tu prends des fake profils qui vont parler d'un truc? Est-ce que c'est des vrais mecs que tu clones? Comment tu comment tu t'en occupes? Plusieurs façons. Tu as déjà une IA qui s'appelle AdCreative. Non, pas AdCreative. Il y en a une autre que AdCreative. AdCreative qui fait des créatifs, donc des pubs par IA. Il y en a une autre, je ne sais plus le nom, il faudra que je la retrouve. Je mettrai dans les commentaires si je retrouve. Qui fait directement des UGC, c'est-à-dire elle va te générer des têtes, des visages par IA. En fait, c'est comme Agent, ça doit être des clones en fait, qui ont été faits de base et qui après vont parler sur ta vidéo. C'est-à-dire qu'après, j'ai juste à filmer mon produit, etc. Et tu as la fausse personne qui va parler. Donc ça, on peut le créer nous-mêmes aussi. On peut du coup créer des personnages avec l'IA qui ont l'air réels, créer une photo d'un autre personnage, faire un face swap, puis après animer cette personne, la faire parler. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et c'est ultra puissant, donc ça j'ai envie de tester une fois que j'aurai des shops, de faire de la pub de cette manière. Et ce que j'aime bien avec ce projet, c'est que vraiment ça prend tous les aspects en fait de l'IA et de l'automatisation. Et c'est ça qui me plaît, c'est pas juste automatiser le postage des produits, donc il y a vraiment tous les axes derrière et c'est ça qui est vachement cool. Le conseil numéro 1 que je donnerais, qui est un peu particulier, c'est lancez-vous plutôt sur LinkedIn que sur Twitter. Déjà aujourd'hui, je dirais ça parce que je vois un peu l'évolution des deux réseaux et j'ai l'impression que LinkedIn a beaucoup plus d'intérêt business aujourd'hui que Twitter. Moi, Twitter, je suis moins présent dessus aujourd'hui parce que je trouve que mon intérêt est plus grand sur les autres réseaux. Mais après, quand même, pour Twitter, ça reste toujours intéressant parce qu'on peut faire quand même des impressions assez facilement, entre guillemets. Comment on fait des impressions sur Twitter? Déjà, faire des trades. D'ailleurs, je parlais des makers, mais les makers le fait très bien sur son compte Twitter, les makers. Vous allez voir. Des trades, du coup, avec toujours des CTA, donc des call to action pour demander à la personne de faire une action. Ce qui marche très fort aussi sur Twitter, c'est les cadeaux. Moi, j'en ai beaucoup fait au début et c'est ce qui plaît aux gens parce qu'en fait, vous leur donnez beaucoup de valeur. Ils ont beaucoup d'intérêt à interagir avec ce que vous faites. Et pourquoi ça a fonctionné pour moi au début Twitter? Parce que je pense que je suis arrivé un peu de manière innocente, en partageant énormément de choses gratuitement, de valeurs, etc. Et c'était très authentique. Donc, restez très authentique, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn, ce sera toujours, même si sur LinkedIn, c'est un peu particulier, mais ouais, restez authentique
Et surtout, ayez quelque chose à apporter aux gens. Ayez des lead magnets. Donc, des lead magnets, c'est donc des cadeaux, en gros, en échange d'un email, généralement. Et apporter un maximum de valeur dans votre thématique. Ayez aussi, et ça peut aider, même si moi, j'en avais pas au début, je n'ai jamais eu sur ce compte Twitter, mais des groupes de retweets, ça peut également aider. Mais pour moi, c'est quand même pas le réseau où vous devez commencer. C'est plus intéressant de commencer sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. Et là, si c'était à refaire aujourd'hui, je ne commencerai pas sur Twitter, parce que je pense que Twitter était quand même beaucoup plus intéressant il y a 2 ans qu'aujourd'hui. Et justement, du coup, la dernière question, c'était Instagram. Comment tu conseilles, parce que toi, je crois que t'es passé encore une fois à une vitesse extraordinaire sur tes vues et tes impressions. Qu'est-ce que tu conseilles pour réussir sur Instagram? Alors, sur Instagram, première chose à faire, c'est de beaucoup tester. Déjà, il faut tester plusieurs formats différents. Parce que moi, avant de faire des vues, j'en ai essayé beaucoup déjà des vidéos. Donc, c'est vraiment d'être consistant, de poster beaucoup, parce que Instagram aime qu'on poste, évidemment. Donc, c'est un peu le problème des réseaux. Mais je dirais de poster au moins 5-6 fois par semaine, c'est important. Et de ne pas lâcher la cadence. Parce que quand on lâche un peu, c'est toujours un peu plus compliqué de revenir derrière. Donc, voilà, de beaucoup poster. De faire des hooks, donc des accroches, des fois un peu putaclic. Il ne faut pas avoir peur de dire des trucs un peu putaclic. Moi, une vidéo qui a bien marché, c'est voici comment vous allez gagner 5 000 € par mois en faisant ça. Ok, c'est putaclic, mais derrière, j'apporte vraiment de la valeur et je délivre quelque chose. C'est-à-dire que derrière, la personne, elle va vraiment pouvoir gagner de l'argent avec. Elle ne gagnera sans doute pas 5 000 € par mois, mais elle va quand même pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Et ce qu'il faut se dire, moi dans ma thématique du moins, c'est que beaucoup de gens ne gagnent pas d'argent sur Internet et rien que de gagner 30 €, 50 €, ils sont contents. Donc déjà, c'est une première chose. Et chose que je fais tout le temps, et ça, faites-le systématiquement, c'est de faire, encore une fois, des CTA, donc des cadeaux, des lead magnets, et de dire à la personne, tu commentes et je t'envoie ça. Ensuite, on automatise avec ManyChat, et ça veut dire que la personne va commenter, ce qui va booster l'interaction avec votre vidéo, et surtout, parce que c'est le plus important au final sur les réseaux, vous allez capter son mail. Et le mail a de la valeur, le mail, vous allez pouvoir le monétiser par la suite, et ça, il faut le penser dès le début. C'est bien d'avoir un lead magnet dès qu'on commence sur les réseaux pour pouvoir capter de l'audience et pouvoir faire quelque chose avec derrière. Hook, CTA, et surtout aussi vraiment le volume, parce que, comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de personnes, c'est de plus en plus saturé, donc en fait, il faut vraiment être vu. Et entre quelqu'un qui va faire 50 posts par an et l'autre qui va en faire 500, en fait, celui qui en fait 500, forcément, il va être bien plus mis en avant. Donc ça, il n'y a pas de secret. Et après, c'est à force de faire qu'on apprend et qu'on devient meilleur aussi. C'est vrai que le volume, c'est un point sur tous les réseaux. En fait, tu es obligé de... Ouais. Ces réseaux attendent que tu postes, que tu les nourrisses. C'est ce qui les fait vivre, en fait, eux. Donc, c'est ce qui leur permet derrière d'avoir de l'ads. Et toi, plus t'en fais, plus tu t'améliores aussi. Donc, le volume sur les réseaux sociaux, c'est super important. Merci à vous pour m'avoir reçu. J'espère qu'on en fera un autre en vrai un de ces jours. Et c'était super cool. Je suis vraiment content après toutes les tentatives qu'on a fait pour le faire. On est enfin réussi. Merci à toi, merci à tous les auditeurs et à très vite. Ciao, ciao.